J'étais assise à la table du dîner, berçant doucement mon bébé, essayant de calmer ses petits sanglots entrecoupés de hoquets. Je n'avais rien mangé de la journée, et chaque cuillère que je portais à ma bouche me semblait une victoire. C'est alors que ma mère a frappé la table si fort que les assiettes ont tremblé. « Fais taire ce bébé. Cette maison n'est pas pour les parasites », a-t-elle hurlé, les yeux brûlants de colère. J'ai baissé la tête, les joues en feu, sentant le poids du rictus moqueur de ma sœur de l'autre côté de la table. Notre petit appartement à Montmartre était devenu un champ de bataille depuis la naissance de Léo. Les murs jaunis par des années de cigarettes semblaient se refermer sur nous chaque jour un peu plus. Ma mère n'avait jamais accepté que je garde mon enfant. Une fille-mère à 22 ans, quelle honte, répétait-elle à qui voulait l'entendre. Comme si la disparition de Thomas dès l'annonce de ma grossesse était de ma faute. Ma sœur, Camille, faisait défiler son téléphone, sa voix froide et tranchante. Le loyer est dû aujourd'hui. Tu paies ou tu pars, sale profiteuse. J'ai senti les larmes me piquer les yeux. Je survivais à peine, enchaînant les petits boulots entre deux biberons. La boulangerie le matin, le café du coin l'après-midi quand Madame Lenoir, notre voisine de palier, acceptait de garder Léo. Je paierai la semaine prochaine, ai-je murmuré, sachant pertinemment que c'était un mensonge. Le bistrot où je faisais des extras le week-end avait fermé sans préavis. Mon dernier espoir de payer ma part s'était envolé. La semaine prochaine ? Toujours la même rengaine. Ma mère s'est levée, a attrapé mon sac posé sur le buffet et l'a jeté à mes pieds. Dehors. J'en ai assez de nourrir une bouche inutile et son marmot pleurnichard. J'ai regardé mon assiette à moitié pleine, le cœur battant. Léo s'est remis à pleurer, comme s'il comprenait ce qui se passait. Je me suis levée, le serrant contre moi, ses petits cris étouffés contre mon épaule. Cette fois, c'était différent. Le regard de ma mère ne contenait plus seulement de la colère, mais du dégoût. « Maman, s'il te plaît. » ai-je commencé. « Ne m'appelle pas comme ça. Une vraie fille ne mettrait pas sa famille dans la misère. » J'ai attrapé mon sac d'une main, tenant Léo de l'autre. Dans le couloir de l'immeuble, j'ai enfilé son petit manteau, les doigts tremblants. Il faisait déjà nuit, la pluie fine de novembre transformait les lumières de Paris en taches floues à travers mes larmes. En descendant les escaliers, j'ai croisé Monsieur Dupont, le concierge. Son regard compatissant m'a fait comprendre qu'il avait tout entendu. Ce n'était pas la première dispute. Mais c'était la première fois que je partais. « L'Amélie, où allez-vous par ce temps ?» a-t-il demandé doucement. J'ai haussé les épaules, incapable de parler. Il a fouillé dans sa poche et m'a tendu quelques pièces. Pour le métro, au moins. J'ai serré les pièces dans ma main, reconnaissante mais humiliée. Dans la rue, le vent s'engouffrait sous mon manteau trop fin. Léo s'était calmé, épuisé par ses pleurs. Je me suis dirigée vers la bouche de métro, sans savoir où aller. Ma meilleure amie Julie était partie étudier à Lyon. Je n'avais pas assez pour une chambre d'hôtel, même la plus minable. Je pensais au centre d'hébergement près de Gare du Nord, mais les histoires que j'avais entendues me terrifiaient. Une jeune femme seule avec un bébé. Le métro était presque vide à 7 heures. Je me suis assise, berçant Léo qui somnolait maintenant. Une femme âgée en face de moi m'a souri. « Il est mignon, votre petit. » J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Si elle savait que nous n'avions nulle part où dormir. À République, j'ai changé de ligne. Je me souvenais d'avoir lu un article sur un foyer pour femmes seules à Belleville. C'était mon seul espoir. Dans la rame qui nous y emmenait, j'ai regardé le reflet de nos deux visages dans la vitre noire. Je ne reconnaissais plus la fille qui me fixait. « On va s'en sortir, mon cœur », ai-je chuchoté à Léo. « Je te le promets. » Quand la porte du foyer s'est refermée derrière nous, j'ai senti l'air froid mordre ma peau mais je savais que rester n'était plus une option. Les semaines qui suivirent se confondaient en un flou de foyers d'hébergement, d'inconnus bienveillants et de nuits sans sommeil. Le centre pour femmes de Belleville nous avait accueillis 3 nuits, mais sans solution à long terme. « Nous sommes débordés », m'avait expliqué la directrice, une femme aux traits tirés nommée Madame Moreau. « Essayez le SAMU social ou les restos du cœur. » Les jours se ressemblaient. Je me réveillais avant l'aube, Léo blotti contre moi dans un lit différent chaque semaine.
Je préparais son biberon avec ce que je pouvais trouver, parfois du lait donné par les associations, parfois acheté avec les quelques euros que je gagnais en faisant la plonge au Café des Artistes, un petit bistrot près de Ménilmontant. Le patron, Gérard, m'avait embauché sans poser de questions quand il m'avait vu, un matin pluvieux, chercher des restes dans les poubelles derrière son établissement. « Je ne peux pas te payer beaucoup, avait-il dit, mais tu pourras manger ici et prendre les invendus. » Je n'avais jamais connu une telle gratitude. Léo restait dans un coin de la cuisine, observant le monde de ses grands yeux curieux pendant que je plongeais mes mains dans l'eau brûlante, frottant des casseroles durant des heures. Les serveuses le prenaient parfois dans leurs bras entre deux services, lui chantant des comptines qui le faisaient rire aux éclats. Les nuits étaient le plus difficile. Quand nous ne trouvions pas de place dans un foyer, nous dormions dans la petite arrière-salle du café. Gérard fermait les yeux, prétendant ne pas savoir. Une fois, il avait laissé une couverture propre et un oreiller sur la banquette. Je n'avais pas osé le remercier le lendemain, et il n'en avait pas parlé. Le froid s'installait sur Paris. Décembre apportait son lot de touristes émerveillés devant les vitrines décorées des grands boulevards. Je les observais parfois, Léo emmitouflé contre moi, me demandant ce que ça ferait d'être de l'autre côté de la vitre. D'acheter ces jouets colorés que mon fils fixait avec fascination. Un jour, alors que je faisais la queue au Resto du Cœur, une femme s'est approchée de moi. Elle portait un badge du Centre communal d'action sociale. « Bonjour, je m'appelle Sophie Lambert », s'est-elle présentée. « Je vous observe depuis quelques semaines. » J'ai serré Léo plus fort contre moi, méfiante. J'avais entendu des histoires de mères qui perdaient la garde de leur enfant parce qu'elles n'avaient pas de toit. « N'ayez pas peur », a-t-elle ajouté, voyant ma réaction. « Je veux vous aider. Vous semblez prendre soin de votre petit malgré des conditions difficiles. » Elle m'a parlé d'un programme pour jeunes mères isolées. Un logement temporaire, un accompagnement social, des formations. J'ai écouté, n'osant pas y croire. « Pourquoi m'aideriez-vous » ai-je demandé. « Vous ne me connaissez pas. » Elle a souri. « C'est mon travail. Et tout le monde mérite une chance. » Le lendemain, je l'ai suivie jusqu'à un petit immeuble dans le 19e arrondissement. L'appartement était minuscule, une chambre, une kitchenette, une salle d'eau, mais il était propre, chauffé, et surtout, c'était à nous. « C'est temporaire », a précisé Sophie. « 6 mois, renouvelable une fois. L'idée est que vous puissiez vous reconstruire, vous former, et trouver un emploi stable. » Cette nuit-là, allongée sur un vrai lit, j'ai regardé Léo dormir paisiblement. Pour la première fois depuis des semaines, je n'avais pas peur du lendemain. Les jours passaient, et je commençais à respirer. Je continuais à travailler au café le matin, et l'après-midi, j'assistais à des ateliers de remise à niveau organisés par le centre. J'avais abandonné mes études de secrétariat médical quand j'étais tombée enceinte. Maintenant, je rêvais d'y retourner. Sophie venait me voir régulièrement. Elle m'aidait à remplir des dossiers, à obtenir des aides, à me projeter dans l'avenir. Un jour, elle a frappé à ma porte avec un sourire plus large que d'habitude. « J'ai une bonne nouvelle », a-t-elle annoncé. Une place s'est libérée à la crèche municipale pour Léo. J'ai senti mes jambes trembler. La crèche, cela signifiait pouvoir suivre une formation à plein temps, chercher un vrai travail. « Comment avez-vous réussi ?» ai-je balbutié. J'ai simplement expliqué votre situation. Il y a des places réservées pour les cas prioritaires. Dans notre minuscule appartement, j'ai serré Léo contre moi, humant son odeur de bébé. On va y arriver, mon cœur, lui ai-je murmuré. On va leur montrer. La vie continuait d'être difficile. Parfois, je comptais les centimes pour acheter des couches. Je cousais les vêtements usés de Léo, récupérais ce que je pouvais dans les braderies et les dons. Mais chaque jour, je me sentais un peu plus forte, un peu plus capable. Je rencontrais d'autres mères au centre, partageant nos galères et nos petites victoires. Nadia, une jeune femme algérienne de mon âge, était devenue mon amie. Elle avait fui un mari violent avec sa fille de 3 ans. Nous gardions parfois nos enfants à tour de rôle pour que l'autre puisse se reposer ou étudier. « Et tu vois, me disait-elle souvent, nous sommes comme le roseau de la fable. Nous plions, mais nous ne rompons pas. » Dans ces moments-là, observant Léo qui grandissait malgré tout,
je commençais à croire que peut-être, juste peut-être, le plus dur était derrière nous. 6 mois avaient passé depuis cette nuit pluvieuse où j'avais quitté l'appartement de ma mère. Le printemps s'installait sur Paris, habillant les arbres du square où Léo faisait ses premiers pas, chancelant mais déterminé. Comme lui, j'avançais, un pas après l'autre. Grâce au programme, j'avais pu reprendre ma formation de secrétaire médicale à mi-temps. Les matins, je déposais Léo à la crèche municipale, le cœur serré mais reconnaissante de le voir s'épanouir parmi d'autres enfants. Il avait maintenant 14 mois et babillait joyeusement, appelant tout le monde Mama au grand amusement des auxiliaires de puériculture. L'après-midi, je travaillais au centre de santé communautaire du quartier. Sophie m'avait aidé à décrocher ce stage qui pourrait déboucher sur un emploi. Je passais mes journées à classer des dossiers, répondre au téléphone, accueillir les patients. Rien de prestigieux, mais chaque fiche correctement rangée, chaque sourire en retour d'une information donnée avec patience me faisait me sentir utile. Notre petit studio dans le foyer était devenu un véritable chez nous. J'avais récupéré des meubles à Emmaüs, cousu des rideaux dans des draps trouvés en solde, créé un coin-jeu pour Léo avec des caisses en bois peintes en couleurs vives. Ce n'était pas grand, mais c'était chaleureux. Propre. Sûr. Les fins de mois restaient difficiles. Je jonglais avec les factures, calculant chaque dépense. Mais nous ne manquions plus de l'essentiel, et parfois même, je pouvais offrir à Léo un petit livre ou un jouet d'occasion. Le voir serrer contre lui sa peluche éléphant, dénichée dans une brocante pour 2 €, valait tous les sacrifices. « Tu t'en sors remarquablement bien », m'avait dit la directrice du foyer lors de notre entretien de suivi trimestriel. Beaucoup abandonnent face aux difficultés. Je n'avais pas répondu que je n'avais pas le luxe d'abandonner. Que les yeux confiants de Léo chaque matin étaient ma seule motivation. En juin, j'ai reçu une lettre qui a tout changé. Le bailleur social m'accordait un 2 pièces dans un immeuble du 20e arrondissement. Un vrai appartement, avec un bail à mon nom. C'est grâce à vos efforts, m'a expliqué Sophie lorsque je lui ai montré la lettre, incrédule. Vous avez prouvé votre sérieux, votre stabilité. Le dossier était solide. Le jour du déménagement, Nadia et 2 autres mères du foyer sont venues m'aider. Nous avons transporté mes maigres possessions dans un appartement qui me semblait immense après notre studio. Léo accourut d'une pièce à l'autre, riant aux éclats, découvrant l'écho de sa voix dans cet espace vide que nous allions remplir ensemble. Ce soir-là, une fois Léo endormi dans son nouveau lit, une trouvaille de brocante que j'avais poncée et repeinte, je me suis assise sur le rebord de la fenêtre, observant les lumières de Paris. Notre Paris maintenant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai pleuré. Non pas de désespoir, mais de soulagement. De fierté aussi, peut-être. Ma vie ne ressemblait en rien à ce que j'avais imaginé à 20 ans. J'avais rêvé d'études prestigieuses, de voyages, d'une carrière dans un grand hôpital parisien. Au lieu de cela, j'élevais seul un enfant, je travaillais pour un salaire modeste, je comptais chaque euro. Et pourtant, je me sentais plus forte que jamais. Au centre de santé, docteur Benoît, un médecin proche de la retraite, m'avait prise sous son aile. Vous avez un don avec les patients, Amélie, me disait-il souvent. Il se sent écouté avec vous. Il m'encourageait à reprendre mes études, à viser plus haut qu'un simple poste de secrétaire. Pourquoi pas infirmière, avait-il suggéré un jour. Je vous verrais bien dans ce rôle. L'idée avait fait son chemin. J'avais commencé à me renseigner sur les concours, les formations en alternance, les bourses possibles. C'était un rêve fou, avec un enfant en bas âge, mais pourquoi pas? J'avais déjà surmonté l'insurmontable. À la crèche, Léo s'épanouissait. Sa directrice, Madame Legrand, m'avait même proposé de rejoindre le conseil des parents. Votre expérience pourrait être précieuse, avait-elle expliqué. Et cela vous permettrait de vous impliquer davantage dans le quartier. J'avais accepté, intimidée mais touchée par cette main tendue. Lors de la première réunion, j'avais rencontré d'autres parents, de tous horizons. Certains vivaient dans de beaux appartements haussmanniens, d'autres dans des logements sociaux comme moi. Mais tous partageaient les mêmes préoccupations, les mêmes joies, les mêmes doutes face à l'éducation de nos enfants. Parmi eux, il y avait Marc, un père célibataire d'une petite fille de l'âge de Léo.
Architecte reconverti en professeur d'art plastique dans un collège du quartier, il avait ce regard bienveillant qui mettait immédiatement en confiance. Après la réunion, nous avions discuté longuement, assis sur un banc pendant que nos enfants jouaient ensemble dans le petit jardin de la crèche. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui ne fait pas semblant que tout est facile, m'avait-il dit. La plupart des parents ici donnent l'impression que jongler entre travail et enfant est un jeu d'enfant. J'avais ri. Oh, je ne joue pas à ce jeu-là. Je n'ai pas l'énergie de prétendre. Il m'avait proposé d'organiser des après-midi où Léo et sa fille, Chloé, pourraient jouer ensemble. Ce serait bien pour eux. Et pour nous aussi, d'avoir un moment pour respirer. J'avais accepté, surprise par la simplicité de cet échange. Sans attente, sans jugement. La vie continuait, avec ses hauts et ses bas. Certains jours étaient difficiles quand Léo tombait malade et que je devais jongler entre mon travail et les soins, quand une facture imprévue déséquilibrait mon budget précaire, quand la fatigue me submergeait au point que même me lever semblait un exploit. Mais il y avait aussi ces moments de grâce pour Léo qui disait enfin « Maman » en me tendant les bras, mon premier salaire complet que j'avais célébré en achetant une glace que nous avions partagée au bord du canal Saint-Martin, la satisfaction d'avoir meublé notre appartement pièce par pièce, le créant à notre image. Petit à petit, je me reconstruisais. Je n'étais plus seulement une fille-mère rejetée par sa famille. J'étais Amélie, secrétaire médicale, mère de Léo, membre du conseil des parents, amie de Nadia et de Marc, habitante du 20e arrondissement de Paris. J'existais à nouveau, au-delà de mes blessures et de mes manques. Un an s'était écoulé depuis notre emménagement dans le 20e arrondissement. L'automne parisien teintait à nouveau les arbres de rouge et d'or. Léo avait 2 ans maintenant, un petit garçon plein d'énergie qui formait des phrases de 3 mots et dessinait des spirales qu'il appelait fièrement au soleil. Ma vie avait pris un rythme à la fois épuisant et réconfortant. J'avais obtenu un CDI au centre de santé, et j'avais commencé des cours du soir pour préparer le concours d'entrée en école d'infirmière. 2 soirs par semaine, Marc gardait Léo pendant que j'étudiais à la bibliothèque municipale. En échange, je prenais Chloé les mercredis après-midi. Notre arrangement amical nous permettait à tous deux de respirer un peu, de nous ménager des espaces dans nos vies surchargées de parents solos. Notre amitié s'était développée naturellement, sans pression, sans attente. Parfois, nous dînions ensemble après avoir couché les enfants, parlant à voix basse de nos vies d'avant, de nos espoirs, de nos craintes aussi. Marc avait perdu sa femme d'un cancer foudroyant quand Chloé avait 3 mois. Il parlait d'elle avec une tendresse qui me touchait, sans amertume, juste une profonde mélancolie. « Et toi ?» m'avait-il demandé un soir. « Tu n'as jamais repris contact avec ta famille ?» J'avais secoué la tête. C'était un sujet que j'évitais soigneusement. La douleur restait vive, malgré les mois écoulés. « Ils ne savent même pas où je vis » avais-je répondu. « Et c'est mieux ainsi. » Il n'avait pas insisté, comprenant intuitivement les frontières invisibles que je traçais autour de certaines parties de ma vie. Ce soir-là, après avoir mis Léo au lit, je révisais mes cours d'anatomie, luttant contre la fatigue qui me piquait les yeux. Mon téléphone a vibré sur la table de la cuisine. Un numéro que je connaissais par cœur bien que je ne l'ai jamais enregistré dans mes contacts. Le téléphone fixe de ma mère. J'ai laissé sonner, le cœur battant. 10 secondes plus tard, il vibrait à nouveau. Puis encore. Au 4e appel, j'ai attrapé l'appareil, le doigt suspendu au-dessus du bouton de rejet. Mais la succession d'appels m'inquiétait malgré moi. Et si quelque chose était arrivé ? J'ai décroché sans parler. « Là, Amélie ? C'est toi ?» La voix de ma sœur, Camille, semblait étrangement fragile, loin de son assurance habituelle. « Enfin, tu réponds. J'essaie de te joindre depuis des jours. »« Qu'est-ce que tu veux ?» ai-je demandé, plus sèchement que je ne l'aurais voulu. Un silence, puis, c'est maman. Elle a fait un AVC. Le monde a semblé se figer autour de moi. Malgré tout ce qu'elle m'avait fait, ma mère restait ma mère. Des images ont défilé dans ma tête, elle me coiffant pour l'école quand j'étais petite, m'apprenant à faire une tarte aux pommes, riant aux éclats lors d'un Noël lointain, avant que la vie ne la durcisse. Elle est. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Non, mais c'est grave. Elle est à l'hôpital Lariboisière.
Les médecins ne sont pas optimistes. J'ai fermé les yeux, essayant de maîtriser les émotions contradictoires qui m'assaillaient. Colère, chagrin, culpabilité, rancœur, tout se mêlait dans un ouragan intérieur. Pourquoi m'appelles-tu maintenant, Camille? Ça fait plus d'1 an. Vous m'avez mise à la porte sans vous soucier de ce que nous devenions, Léo et moi. Sa voix s'est brisée. Je sais. Je sais que nous avons été horribles. Je ne te demande pas de nous pardonner. Juste, elle demande à te voir. Vraiment, ai-je demandé, incrédule. Elle a changé depuis que tu es parti. Elle a arrêté de boire, tu sais. Elle parle souvent de Léo, se demande à quoi il ressemble maintenant. J'ai secoué la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Trop facile. Vous me jetez comme un déchet, puis quand ça vous arrange, vous voulez que je revienne la bouche en cœur? Ce n'est pas ça, a-t-elle protesté. Écoute, nous sommes dans une situation difficile. J'ai perdu mon emploi, et maman n'avait que sa petite retraite. Nous allons être expulsés de l'appartement. Voilà donc la vraie raison. Je me suis sentie idiote d'avoir cru, l'espace d'un instant, à un véritable remords. Et donc tu te souviens soudain que ta sœur et ton neveu existent? Pour que je vous dépanne? Non. Enfin, pas seulement. Sa voix s'est éteinte, trahissant son embarras. S'il te plaît, Amélie. Viens au moins voir maman à l'hôpital. Elle a l'air si petite dans ce lit. Si, vulnérable. Après l'appel, je suis restée immobile, le téléphone serré dans ma main. La crise cardiaque de ma mère, les problèmes financiers de Camille, tout cela semblait si loin de ma vie actuelle. J'avais construit des remparts autour de mon cœur, délimitant clairement ce qui appartenait au passé et ce qui constituait mon présent. Le lendemain, j'ai appelé l'hôpital Lariboisière. On m'a confirmé que Martine Dubois, ma mère, était bien hospitalisée en neurologie. Son état était stable mais préoccupant. J'ai raccroché sans laisser mes coordonnées. Pendant les jours qui ont suivi, les appels de Camille se sont multipliés. Parfois je répondais, le plus souvent non. Chaque conversation suivait le même schéma, ses excuses maladroites, ses demandes à peine voilées d'aide financière, et toujours, en filigrane, l'état de santé de notre mère qui s'aggravait selon elle. « Tu ne comprends pas, insistait-elle. Nous n'avons plus rien. L'huissier est déjà passé 2 fois. Si tu pouvais juste nous aider à payer 1 mois de loyer, le temps que je retrouve du travail. » Je me gardais bien de lui dire que mes propres finances étaient serrées, que j'économisais chaque centime pour pouvoir un jour reprendre mes études tout en élevant mon fils. Il y avait une satisfaction amère à garder cette part de ma vie privée, à ne pas étaler ma vulnérabilité. « Tu n'as qu'à vendre quelques-uns de tes bijoux, lui ai-je suggéré froidement, me rappelant sa collection de bracelets et bagues qu'elle affichait fièrement sur les réseaux sociaux. Je l'ai déjà fait, a-t-elle admis, me prenant au dépourvu. Il ne me reste plus rien. Un soir, alors que j'étais plongée dans mes révisions, Marc est passé avec une tarte aux poires et un film qu'il voulait me faire découvrir. Nous avions pris l'habitude de ces soirées improvisées, simples et réconfortantes. Tu sembles préoccupé, a-t-il remarqué alors que je tournais en rond dans la cuisine, incapable de me concentrer. Je lui ai raconté les appels, la maladie de ma mère, les demandes de Camille. C'était la première fois que je partageais cette histoire avec quelqu'un. Ma famille m'a jetée à la rue quand Léo avait 3 mois, et j'expliquais, la gorge nouée. Ma mère m'a dit que cette maison n'était pas pour les parasites. Ses yeux se sont assombris. Je suis désolée, Amélie. C'est inexcusable. Et maintenant, elle voudrait que je les aide. Comme si rien ne s'était passé. Il a réfléchi un moment avant de répondre. Qu'est-ce que tu ressens, au fond? Pas ce que tu penses devoir ressentir, mais ce que tu ressens vraiment. Sa question m'a prise au dépourvu. Que ressentais-je, au-delà de la colère et de l'indignation légitime? Je ne sais pas, ai-je admis. Une part de moi veut leur dire d'aller au diable. Une autre se demande si je ne devrais pas au moins voir ma mère. Si elle meurt et que je n'y suis pas allée. Ce serait ton choix, Amélie. Pas le leur. Pas le mien. Le tien. Dans les jours qui ont suivi, cette phrase a tourné en boucle dans ma tête. Mon choix.
Pas une obligation, pas un devoir filial, pas une capitulation. Un choix que je pouvais faire librement, sans renier tout ce que j'avais construit. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Pas pour Camille ou ses supplications, mais pour moi. Pour pouvoir me regarder dans le miroir sans me demander si j'avais fait le bon choix. J'ai confié Léo à Marc ce samedi-là, sans lui expliquer où j'allais. Il n'a pas posé de questions, se contentant de me serrer brièvement la main en me disant « Courage ». Ce simple mot m'a donné la force de monter dans le métro en direction de Gare du Nord. L'hôpital Lariboisière se dressait, massif et intimidant, au milieu de l'agitation du quartier. J'ai marché lentement dans les couloirs aseptisés, le cœur battant à tout rompre. Le service de neurologie se trouvait au 3e étage. À l'accueil, une infirmière m'a indiqué la chambre 307 après avoir vérifié mon nom sur la liste des visiteurs autorisés. Camille avait donc prévenu qu'une fille pourrait venir. Devant la porte, j'ai hésité, la main suspendue dans l'air. Que allais-je lui dire? Comment réagirais-je en la voyant diminuer, vulnérable? J'avais imaginé 100 fois cette confrontation, mais dans mes scénarios, je dominais toujours la situation, forte de ma nouvelle vie. Jamais je ne l'avais imaginée alitée, malade. J'ai respiré profondément et j'ai poussé la porte. La chambre était plongée dans une semi-pénombre, les stores filtrant la lumière de ce jour d'automne. Il y avait 2 lits, mais un seul était occupé. Ma mère semblait avoir rapetissé. Ses cheveux, autrefois teints en blond flamboyant, étaient gris et ternes. Son visage était légèrement déformé d'un côté, séquelle de son AVC. Elle dormait, la bouche entr'ouverte, émettant un léger ronflement. Sur la table de chevet, j'ai remarqué une photo dans un cadre abîmé. C'était moi, tenant Léo nouveau-né dans mes bras. Une photo prise quelques jours après sa naissance, avant que tout ne bascule. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit, incapable de parler, submergée par des émotions contradictoires. Colère, pitié, tristesse, tendresse, tout se mélangeait dans un tourbillon confus. Au bout de quelques minutes, elle a ouvert les yeux. Il lui a fallu un moment pour me reconnaître, puis son regard s'est éclairci. « Amélie » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « C'est vraiment toi ?» J'ai hoché la tête, la gorge trop serrée pour parler. Elle a tendu une main tremblante vers moi, hésitante, comme si elle craignait que je la repousse. Après une seconde d'hésitation, j'ai pris sa main dans la mienne. Sa peau était fine comme du papier, marquée de taches brunes et parcourue de veines saillantes. « Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-elle murmuré. « Moi non plus, ai-je répondu honnêtement. Un silence s'est installé entre nous. Pas le silence hostile de nos dernières interactions, mais un silence lourd de non-dits, de regrets peut-être. Le petit. Léo, il va bien, a-t-elle finalement demandé. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une photo récente de mon fils, jouant au square avec Chloé. Son visage s'est illuminé l'espace d'un instant. Il te ressemble, a-t-elle remarqué. Il a tes yeux. Les tiens aussi, ai-je répondu, me surprenant moi-même par cette concession. Elle a hoché la tête, émue. Puis son expression s'est assombrie. Je suis désolée, Amélie. Pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, dont j'ai traité Léo. J'ai détourné le regard. Ces mots, j'avais rêvé de les entendre pendant des mois. Mais maintenant qu'elle les prononçait, je ne savais pas quoi en faire. Était-il sincère ou dicté par sa situation désespérée? Pourquoi m'as-tu mise à la porte, ai-je demandé, la question qui me hantait depuis ce soir pluvieux. Ton propre petit-fils, un bébé innocent. Elle a fermé les yeux, des larmes coulant silencieusement sur ses joues creusées. J'étais perdue, Amélie. Depuis que ton père est parti, je n'arrivais plus à gérer. L'alcool m'aidait à tenir. Et puis tu es tombée enceinte et ça m'a rappelé ma propre histoire. Moi aussi, j'étais jeune quand je t'ai eu, et ton père m'a abandonnée, comme Thomas t'a abandonné. Ce n'était pas une raison pour nous traiter ainsi, ai-je répliqué, plus durement que je ne l'aurais voulu. Non, bien sûr que non, a-t-elle reconnu, sa voix à peine audible. Je ne cherche pas d'excuses. Juste, à t'expliquer. J'avais peur pour toi, peur que tu gâches ta vie comme j'ai gâché la mienne. Et au lieu de t'aider, je t'ai rejeté.
La porte s'est ouverte, interrompant notre conversation. Camille est entrée, portant un petit bouquet de fleurs. En me voyant, elle s'est figée sur place. Amélie. Tu es venue. Son visage était tiré, bien loin de l'assurance qu'elle affichait autrefois. Ses vêtements, jadis coûteux et élégants, semblaient usés, défraîchis. Elle avait maigri, ses pommettes saillaient sous sa peau pâle. Bonjour, Camille, ai-je répondu froidement. Un silence gêné s'est installé. Ma mère nous regardait tour à tour, comme si elle assistait à une pièce de théâtre dont elle ne connaissait pas l'issue. Je vais chercher un vase pour les fleurs, a finalement dit Camille, battant en retraite. Une fois seule à nouveau, ma mère a repris ma main. Ne lui en veux pas trop, a-t-elle murmuré. Elle souffre aussi. J'ai secoué la tête, incrédule. Elle m'a humiliée chaque jour. Elle a ri quand tu m'as mise dehors avec mon bébé. Je sais. Mais depuis que tu es partie, les choses ont changé. Elle a perdu son travail, son petit ami l'a quittée en emportant ses économies. La vie ne l'a pas épargnée non plus. Je n'ai rien répondu. La pitié n'était pas un sentiment que j'étais prête à offrir à Camille. Lorsqu'elle est revenue, un vase bon marché à la main, l'atmosphère était toujours aussi tendue. Elle a rangé maladroitement quelques affaires, jetant des regards furtifs dans ma direction. J'ai appelé les services sociaux, a-t-elle finalement dit. Pour l'appartement. Ils disent qu'il faut attendre, qu'il y a des procédures. Ma mère a fermé les yeux, visiblement épuisée par notre présence combinée et la charge émotionnelle de la situation. Je devrais y aller, ai-je dit doucement. Tu as besoin de te reposer. Elle a serré ma main plus fort. Tu reviendras ? Cette simple question contenait tant d'espoir que j'ai senti mon cœur se serrer. Je n'ai pas répondu immédiatement, partagé entre le désir de tenir ma rancune comme un bouclier et celui, inattendu, de renouer un lien que je croyais définitivement rompu. Peut-être ai-je finalement répondu. Je ne sais pas encore. En sortant de la chambre, j'ai senti Camille me suivre dans le couloir. Amélie, attends. Je me suis arrêtée, sans me retourner immédiatement. Quand je l'ai fait, j'ai été surprise de voir des larmes dans ses yeux. Ma sœur, qui se vantait toujours de ne jamais pleurer, pas comme ces faibles qui s'effondrent à la moindre contrariété. Je suis désolée, a-t-elle dit d'une voix brisée. Pour tout. Je n'ai pas été une bonne sœur. Ni une bonne tante. J'ai croisé les bras, me protégeant instinctivement. Pourquoi me dis-tu ça maintenant ? Parce que vous avez besoin d'aide ? Elle a essuyé ses larmes d'un geste rageur. Oui, nous avons besoin d'aide. Je ne vais pas mentir. Mais ce n'est pas la seule raison. Elle a hésité avant d'ajouter, quand tu es parti, maman s'est effondrée. Elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Elle cherchait ton adresse partout, elle appelait tes anciens amis. Mais personne ne savait où tu étais. Elle aurait pu s'excuser plus tôt. Elle avait peur que tu refuses de lui parler. Et moi aussi, j'avais peur. Peur d'affronter le mal que je t'avais fait. Je l'ai observé, cherchant des signes de manipulation dans son attitude. Mais son désespoir semblait authentique. Le problème n'était pas là, cependant. La sincérité de ses regrets ne changeait rien à la douleur que j'avais traversée, aux nuits passées à bercer Léo dans des foyers d'urgence, à la peur constante de ne pas réussir à le nourrir correctement. Je ne peux pas tout effacer d'un coup, ai-je fini par dire. Je ne peux pas faire comme si rien ne s'était passé. Je comprends, a-t-elle répondu, baissant les yeux. Je ne te demande pas de nous pardonner. Juste, de ne pas nous tourner le dos complètement. En sortant de l'hôpital, j'ai marché longtemps dans les rues de Paris, l'esprit en ébullition. Le ciel gris, chargé de nuages, reflétait le tumulte de mes pensées. Que devais-je faire ? Aider ma famille qui m'avait abandonné quand j'en avais le plus besoin ? Ou tourner définitivement la page, en me concentrant uniquement sur l'avenir de Léo et le mien ? J'ai passé les jours suivants dans un état second, hanté par l'image de ma mère diminuée dans ce lit d'hôpital, et par les mots de Camille dans le couloir. La confrontation que j'avais tant redoutée avait eu lieu, mais au lieu de m'apporter la satisfaction ou la paix que j'espérais, elle avait seulement compliqué mes sentiments. J'avais raconté ma visite à Marc, le soir même, après avoir récupéré Léo.
Nous étions assis sur mon petit balcon, les enfants endormis à l'intérieur. La nuit était douce pour un soir d'automne, et les lumières de Paris scintillaient au loin comme des promesses. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» avait-il demandé simplement, sans jugement. « Je ne sais pas » avais-je admis. Une partie de moi veut les aider, c'est ma famille, après tout. Mais une autre partie me rappelle qu'elles n'ont jamais été là pour moi quand j'en avais besoin. Qu'elles m'ont jeté comme un déchet. Il avait gardé le silence un moment, contemplant les toits de Paris. « Tu sais, quand Anne est morte, j'ai été en colère contre elle pendant longtemps. J'avais tourné la tête vers lui, surprise. Il parlait rarement de sa défunte épouse avec autant de franchise. En colère ? Oui. C'était irrationnel, bien sûr. Ce n'était pas sa faute si elle était malade. Mais je lui en voulais de m'avoir laissé seule avec Chloé, de ne pas s'être battue plus fort contre la maladie, d'avoir rompu toutes nos promesses d'avenir ensemble. Il avait pris une gorgée de vin avant de poursuivre. Un jour, ma thérapeute m'a dit quelque chose qui a tout changé pour moi. Elle m'a dit, « Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. » Ces mots avaient résonné en moi toute la nuit. Le pardon comme libération, non pas pour ma mère ou pour Camille, mais pour moi. Pour ne plus porter le poids de cette colère, de cette amertume qui, parfois, m'empêchait d'être pleinement présente pour Léo, pleinement engagée dans ma nouvelle vie. Le lendemain matin, j'ai appelé l'assistante sociale qui nous avait suivis à notre arrivée au foyer. Sophie. C'est Amélie Dubois. J'aurais besoin de votre conseil. Je lui ai expliqué la situation, ma mère hospitalisée, ma sœur au bord de l'expulsion, et mon propre dilemme moral. Sa réponse a été pragmatique, comme toujours. Il y a plusieurs options d'aide pour votre mère et votre sœur, Amélie. Des aides au logement, des mesures d'urgence pour éviter l'expulsion. Elles peuvent déposer un dossier de surendettement, demander le RSA si elles y ont droit. Ce n'est pas à vous de porter cette charge financière. Ces paroles m'ont soulagé d'un poids immense. Je n'avais pas à choisir entre aider ma famille et préserver l'équilibre précaire que j'avais construit pour Léo et moi. Je peux les orienter, a-t-elle proposé. Leur expliquer les démarches. Je vous en serai reconnaissante, ai-je répondu. J'ai rappelé Camille et lui ai transmis les coordonnées de Sophie, en lui expliquant qu'elle pourrait les aider bien mieux que moi. Sa réaction initiale a été la déception, elle espérait clairement une aide financière directe de ma part mais elle a fini par accepter. Et pour maman, a-t-elle demandé. Tu reviendras la voir ? J'ai hésité. Je ne sais pas encore, Camille. J'ai besoin de temps. Les jours sont devenus des semaines. J'ai fini par retourner à l'hôpital, seule d'abord, puis un dimanche, j'ai pris une décision qui a surpris tout le monde, à commencer par moi-même, j'ai emmené Léo. Il était intimidé par cet environnement étrange, par cette grand-mère qu'il ne connaissait pas. Mais les enfants ont cette capacité merveilleuse à s'adapter, à accepter sans juger. Il a fini par s'approcher du lit, curieux, tendant une petite main pour toucher celle, ridée, de ma mère. « Tu as les yeux de ta maman » lui a-t-elle dit, la voix tremblante d'émotion. Ce moment aurait pu être parfait, comme dans ces films où les réconciliations effacent miraculeusement les blessures du passé. Mais la réalité est plus complexe, plus nuancée. L'image de ma mère souriant à mon fils était superposée dans mon esprit à celle d'elle me hurlant de faire taire ce marmot et de quitter sa maison. À Noël, ma mère est sortie de l'hôpital. Les services sociaux lui avaient trouvé une place dans une résidence pour personnes âgées, où elle bénéficiait d'un suivi médical. Camille avait pu éviter l'expulsion grâce à un échelonnement de sa dette et avait trouvé un petit emploi de caissière. Leur situation restait précaire, mais n'était plus désespérée. J'ai accepté de passer une heure avec elle le jour de Noël, apportant un cadeau pour ma mère, un foulard bleu qui relevait son teint et un dessin de Léo pour sa grand-mère, qu'il appelait maintenant Mamie Martine, un nom qu'elle accueillait avec des larmes de joie. L'ambiance était tendue, maladroite, mais pas hostile. Nous marchions sur des œufs, évitant soigneusement les sujets sensibles, parlant de la météo, des progrès de Léo à la crèche, des émissions de télévision que ma mère regardait pour passer le temps. Puis, alors que je m'apprêtais à partir, ma mère m'a retenue. « Je voudrais te donner quelque chose » a-t-elle dit, fouillant dans le tiroir de sa table de chevet. Elle en a sorti un petit écrin en velours usé. À l'intérieur,
il y avait une paire de boucles d'oreilles en or, simples mais élégantes. Elles appartenaient à ta grand-mère. Elle me les a données quand j'ai eu 20 ans. Je voulais te les offrir pour tes 20 ans aussi, mais j'étais partie avant. Ou plutôt, elle m'avait mise à la porte. Merci, ai-je murmuré, touchée malgré moi par ce geste, par cette transmission qui transcendait nos conflits. En rentrant ce soir-là, j'ai longtemps réfléchi devant la fenêtre de mon petit appartement. Le chemin vers le pardon serait long, peut-être sans fin. Je ne pourrais jamais oublier ces nuits à la rue, ces moments de désespoir où je ne savais pas comment nourrir mon enfant. Mais peut-être pouvais-je apprendre à vivre avec ce passé sans qu'il dicte mon avenir. Le 31 décembre, Marc m'a invité à passer le réveillon chez lui avec Léo. Il avait cuisiné un véritable festin, décoré son appartement de guirlandes lumineuses, et même prévu des cotillons pour les enfants. À minuit, après avoir embrassé nos petits endormis sur le canapé, nous avons trinqué doucement. À la nouvelle année, a-t-il proposé. À nos choix, ai-je ajouté, pensant à tout ce que j'avais fait, bon ou mauvais, qui m'avait mené jusqu'ici. Il a souri, comprenant sans que j'aie besoin d'expliquer. Puis il s'est penché et m'a embrassé, un baiser léger, presque timide, une question plus qu'une affirmation. J'ai répondu en posant ma main sur sa joue, en approfondissant ce baiser qui marquait peut-être le début d'une nouvelle histoire. Plus tard, blotti contre lui sur le balcon, observant les feux d'artifice qui illuminaient le ciel parisien, j'ai pensé au chemin parcouru. De cette nuit pluvieuse où j'avais quitté l'appartement de ma mère, Léo serré contre moi, jusqu'à ce moment de paix relative. Tout n'était pas réglé, loin de là. Ma relation avec ma famille restait fragile, compliquée. Mes finances étaient toujours précaires, mon avenir professionnel incertain. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel, la vie n'est pas faite de grands choix définitifs, mais d'une succession de petites décisions quotidiennes. Chaque jour, je choisissais de me lever, de nourrir mon fils, de l'aimer, de travailler, d'étudier, d'avancer pas à pas. Chaque jour, je choisissais de ne pas laisser le passé définir mon présent. Je ne savais pas si je pardonnerais un jour complètement à ma mère et à ma sœur. Ce n'était peut-être pas nécessaire. Ce qui comptait, c'était que j'avais choisi de ne pas laisser l'amertume et la rancœur gouverner ma vie. J'avais choisi de rester ouverte à la possibilité de guérison, pour moi, pour Léo, et peut-être, un jour, pour nous tous. En regardant les étoiles au-dessus de Paris, j'ai pensé à cette phrase que Sophie m'avait dite lors de notre première rencontre au foyer, « Vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé, Amélie. Mais vous êtes responsable de ce que vous en ferez. » J'avais choisi de construire plutôt que de détruire. De vivre plutôt que de survivre. Et ce choix-là, personne ne pourrait jamais me l'enlever.